montent de 1, eux ils montent de 0,5. Alors ils se disent, merde, c'est embêtant. Donc ils se disent, il faut que je passe à 0,6. Et le marché continue de monter. Ah, donc ils continuent d'acheter 0,7, 0,8. Et à un moment donné, quand on va être à 1 en bêta, en fait, c'est là que le risque va être extrêmement grand. Et ce qui est presque inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore du tout avec les 1 de bêta, et donc le marché a encore du potentiel. Je dis malheureusement, entre guillemets, je n'ai pas envie de dire, parce que c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer que l'état de l'économie soit aussi bon que cela, bien évidemment, mais est-ce que les sociétés du CAC 40 sont la représentation d'une économie française? Bien sûr que non. Donc il faut quand même prendre du recul là-dessus. Ce sont des sociétés qui exercent dans le monde entier. Donc on se moque totalement de la situation économique française. Ils payent peu d'impôts en France, là, etc., etc. Voilà, donc bien comprendre déjà CAC, DAX, c'est pas du tout la même chose. Et qu'est-ce qu'on observe? Un marché qui, en effet, monte, souvent avec des accélérations comme aujourd'hui encore en fin de séance, il ne se passe rien, puis on prend 40 points, parfois, et on en gagne encore 10 ou 20 hors séance. On peut toujours imaginer qu'avec les trimestriels, ils ont peut-être un petit peu encore tiré sur la corde, c'est possible, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il n'y a aucun signal de vente. Les contraintes des différents intermédiaires, enfin des différents acteurs de la finance, sont plutôt je suis pas assez acheteur ou je suis vendeur et qu'est-ce que je fais? Il y a paradoxalement beaucoup de vendeurs à découvert sur les marchés. Beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et des fonds américains l'ont dit. Des traders connus comme Soros l'a dit quand Trump est passé, il a perdu 1 milliard. Et ça n'a pas dû s'arranger depuis. Il y a des très grosses positions vendeuses parce qu'il ne faut pas oublier que avant l'élection de Trump, on nous expliquait que si Trump passait, ça serait la catastrophe. Et dans la nuit, son copain est venu acheter, Karl, et ils ont pris les marchés à contre-pied. Dernièrement, avec l'Obamacare, on disait, si la réforme ne passe pas, ça va remettre en cause la réforme fiscale, ça va être un choc terrible. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Joker, on a ouvert en baisse et c'est remonté, contre-pied. Qui est venu acheter? La question que je me pose, c'est ce sentiment que j'ai, en fait, aujourd'hui, c'est le sentiment que j'avais en 2009-2010, d'une manipulation des marchés comme rarement on peut le voir dans l'histoire, comme rarement on le voyait avant. Ça me rappelait quand même les manipulations que j'observais en 1987-88 pendant le crack, où la Caisse des dépôts, en France, à l'époque, venait payer le marché. Nous, on regardait, on observait, on savait à peu près où les ordres arrivaient. On allait voir, je me souviens, Laurent et compagnie, qui avait des ordres de la Caisse des dépôts, on lui disait, tu vas payer? Il disait trop rien. Et puis on voyait, ils tiraient les marchés, les indices, ils achetaient. Bon, c'était la Caisse des dépôts, c'était la bourse à la française, c'était pas la mondialisation comme aujourd'hui. Et ça veut dire que les manipulations ont toujours existé. Et c'est vrai que là, je rejoins, moi je suis pas pour non plus la théorie du complot, mais je rejoins quand même là-dessus ce que vous pouvez décrire dans le passé, aujourd'hui et hier et avant-hier, Philippe, c'est vrai sur, bon parfois, ce qui me fait marrer, c'est vrai, c'est une métaphore qui peut faire. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu exagéré, mais il y a une part de réalité derrière ça. Enfin, bien évidemment, moi en tout cas, je suis d'accord avec ça. Il y a une grosse manipulation actuellement des marchés qui peut durer un certain temps, je ne sais pas combien de temps, mais la situation me semble vraiment pas très saine, avec à la fois des valorisations qui correspondent à on ne sait plus trop quoi, des artifices qui sont incroyables, d'une puissance inimaginable, donc tout ce qui a été, ça avait commencé par les TRO aux États-Unis, 500 milliards, puis 500 milliards, etc. C'est parti 2008. Donc ça me rappelle 2009-2010. On arrive à des situations où parfois, ça me rappelle, c'est très différent de 2005, 2006, où à l'époque je me disais, mais c'est pas possible, c'est moi qui comprends rien au marché, ou ça devient délirant? Alors on n'en est pas encore à ça devient délirant, mais ça devient inquiétant quand même, ça devient bizarre, ça devient... quand on décrypte, si vous voulez, ce graphique, quand je le regarde, quand je vois la manière, moi je le vis en temps réel en permanence, donc quand je vois la manière dont se font les mouvements,
je ne regarde pas que le résultat, je suis en direct, donc je vois comment ça se met en place, on n'y croit pas, on se dit c'est pas possible, etc. Et toujours, ça vient payer comme ça, comme d'une manière régulière, comme si à 4h30, 16h30, ça y est, l'heure du crime, ils viennent commencer à déclencher quelques achats, et ça paye, et ça repaye, etc. Et vous rendez compte que la plupart des mouvements ces derniers mois sont partis contre-pied. Contre-pied, problème en Italie, Brexit, contre-pied de Trump, contre-pied de Obamacare ces derniers temps, qui était moins violent, mais quand même, il était là. Donc déjà, on part d'une analyse fondamentale inquiétante, et derrière, ça monte. Donc du coup, tout le monde dit « Ah ouais, non, mais c'est normal, en fait, il n'y a rien d'inquiétant, mais n'empêche, en temps réel, je me souviens des gens qui disaient « C'est inquiétant, il y a un problème, etc. » Donc, on observe une situation malsaine, c'est ce que j'observe actuellement, un sens, évidemment, qui reste haussier, un objectif, je ne sais pas où on va. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de trouver le moment où il va y avoir un changement de comportement de ce marché, un changement de contexte, un changement peut-être de contraintes qu'ont aujourd'hui les opérateurs à coller à la performance, de gré ou de force. Voilà. Alors, c'est quasi... De toute façon, il ne faut pas se fixer de limite. Il ne faut pas dire le marché va monter à 5002, 5003. Il faut le laisser faire. Ce qu'il faut, c'est vraiment concentrer son travail sur les signaux qui indiqueront la fin de la hausse. Je ne sais pas d'où ça va venir. Je crains que ça puisse être violent. C'est vrai que tout le monde va dans le même sens au même moment, mais à un moment donné, ça se fera d'une manière peut-être extrêmement subtile. Possible que, encore un contre-pied, c'est-à-dire, bon, ça y est, cette fois-ci, ça ne peut plus baisser, ça va monter, et c'est là qu'il y a une redistribution des forces qui se met en place, du papier qui change de main, des volumes qui vont augmenter, parce que vous avez vu, les volumes, c'est misérable. Les volumes augmentent alors que le marché ne monte plus, parce que là, il monte, il n'y a pas de volume. C'est embêtant, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas continuer de monter. Le jour où il va arrêter de monter avec le volume qui va augmenter, on va peut-être là, à ce moment-là, constater une redistribution des forces du papier. Là, à ce moment-là, c'est peut-être dans ces conditions qu'il va falloir peut-être acheter des poules, j'en sais rien, on verra la vol où elle sera. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui, dans le pipeline, puisse me permettre de penser que ça va baisser. En tout cas, il y a tellement de choses qui pourraient amener les marchés à baisser, que ce soit la Chine, comme en 2015, l'été 2015, où tout d'un coup, boum, ils annoncent quelque chose qui ne plaît pas. Évidemment, ça peut arriver à tout moment, mais sinon, on a tout identifié. Il semblerait qu'on ait tout identifié. Tout le monde est conscient de tous les risques. Ceux qui ont vendu, bah, ils ont vendu. Ceux qui sont restés acheteurs, bah, s'ils ont tenu jusqu'à aujourd'hui, je vais vous dire un truc, ils ne sont pas très sensibilisés par les problèmes, au contraire, tout va bien pour eux. La seule chose qu'ils regrettent, c'est de ne pas en avoir suffisamment. Donc, il n'y a rien qui les fait douter de la situation. En gros, on va se retrouver dans l'obligation d'avoir une approche extrêmement d'analyse psychologique des acteurs financiers. Dans quelle situation ils sont. Le gérant est emmerdé parce qu'il n'est pas suffisamment acheteur. Alors pas tous, hein, bien sûr, mais en grande majorité. Beaucoup de hedge funds sont pris à contre-pied. Énorme. Des milliards. Les mecs, vous allez voir, il va y avoir des séries d'annonces, de dépôts, d'arrêts. J'ai vu plusieurs qui ont déposé le bilan là. Hein. Ils ont arrêté, ils ont rendu l'argent. Et pas 20 millions, hein, je vous parle de fonds de 10 milliards, etc. Il y a eu plusieurs ces derniers temps qui ont arrêté. Des pertes aussi très importantes. En fait, on a des logiques techniques sur les marchés qui ont largement pris, si vous voulez, le poids sur les logiques fondamentales. La logique fondamentale qui consistait à dire que Trump serait un problème, est-ce que les analystes, est-ce que les économistes de l'époque peuvent se tromper autant? Moi, je m'en moque un petit peu. Je suis plutôt technicien et j'essaye d'aborder les marchés sur le plan purement analyse psychologique, etc.
Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment se tromper autant? Je leur fais quand même quelque part confiance dans l'idée que ce sont des gens qui ont fait de la recherche, etc., etc. Donc, est-ce que c'est pas tout simplement un problème de timing? Est-ce que les problèmes ne sont pas en train de s'accumuler et que tout d'un coup, on en prendra conscience et ça sera trop tard? Le marché aura peut-être perdu, je ne sais pas, 10%, 15%, je l'ignore, mais c'est des questions qui se posent. En fait, il y a beaucoup de questions actuellement, mais vraiment, je crois que c'est un moment où les questions sont très très nombreuses. Les réponses sont pas convaincantes. Y a-t-il, face à une logique technique, des réponses fondamentales à apporter? Je ne le crois pas. Évidemment, on explique toujours après coup que c'est bon parce que, et 5 minutes avant, on nous disait le contraire. Donc, beaucoup de questions, peu de réponses satisfaisantes, un manque de visibilité, des marchés financiers qui continuent de plus en plus à être sous des artifices. Donc ça fausse les jugements fondamentaux, même les jugements techniques, où à un moment donné, nous-mêmes, on n'y croit plus, on dit c'est pas possible, ça va s'arrêter. Voilà, mais si on s'en tient aux techniques pures, bon ben voilà, c'est haussier, ça reste haussier. Tous les jours, vous m'entendez sur BFM proposer un niveau de rupture qui n'est pas atteint. Le dernier étant 4915, 10, futur avril. Alors attention, ça va bouger parce qu'il va y avoir des dividendes sur mai, une soixantaine de points à peu près. Donc les prix vont décaler de 60 points. Donc voilà, le problème c'est ça. C'est ce contexte dans lequel nous sommes qui a atteint un niveau d'artifice trop important, je pense, pour que l'on soit, même en étant technicien des marchés, serein, parce qu'à un moment donné, il y a un problème quand même mental, un problème, je crois en ce que je fais, mais je crois, est-ce que ça va continuer comme ça? Enfin, on doute, c'est normal, on doute. Alors, la soupape, moi j'ai toujours travaillé comme ça, à un moment donné, il faut une soupape. La soupape, ça peut être les options. C'est-à-dire, on se dit, putain, c'est un peu difficile demain matin, etc. En fait, non, parce que là, il y a des phases, à un moment donné, où on sent que rien ne peut faire dévisser le marché, il y a une pression qui s'exerce quand on approche une échéance, ça peut être aussi une échéance trimestrielle, etc. Peut-être que lundi, on va avoir un marché qui va souffler sur le plan technique, échéance mars passée, une grosse trimestrielle, échéance du trimestre comptable qui est passé, donc ça aussi c'est important. Va-t-on voir un marché qui va souffler un peu? C'est possible, on va le voir lundi. Mais c'est vrai que c'est difficile. Donc il faut trouver, avec les outils qui sont à notre disposition, en tant qu'acteur, moi au quotidien, j'ai besoin de soupape à un moment donné, parce que j'ai envie de me dire que c'est fini, peut-être qu'il faut vendre, et si je le fais, je me fais bananer. Donc l'option, si vous voulez, pour moi, est quelque chose de très important, avec des volatilités aujourd'hui qui sont historiquement faibles. C'est une possibilité d'acheter un put, et puis de laisser porter si vous avez des positions pour l'instant à l'achat, puisque c'est vrai qu'il n'y a rien qui puisse pour l'instant nous dire que le marché va baisser. Voilà. Donc voilà, je crois que... Oui, bon, attendez, tu veux parler de la volatilité. Ok, je laisse Philippe rebondir sur la volatilité. En volatilité, qui à l'instant je vous parle est de 11,15, 11,20 sur le VIX du S&P, sachant que le plancher historique c'est 10, et que le plancher historique de 10 c'était un peu avant l'été 2007, quand on était sur des perspectives de croissance de 3,5% jusqu'en 2011, 2012. Des entreprises dont les bénéfices progressaient de 15%, un immobilier grimpant éternellement, voilà, grâce au subprime, enfin grâce à la mécanique des subprimes. Voilà, nous en sommes aujourd'hui au niveau volat et mesure du risque. Donc le risque, c'est zéro, hein. Il est comme les taux. Le risque c'est zéro, il n'existe plus de risque d'aucune sorte, même un risque Brexit. Le matin, c'est open bar sur les liquidités, nos limites, les banques centrales sont derrière, Trump élu,
nos limites. Alors, cette notion-là est importante parce que le contrôle de la volatilité, c'est finalement en quelque sorte un peu le loyer que perçoivent les institutionnels. Vous tous ici, vous pouvez éventuellement acheter un put, voire revendre un contrat couvert par un call, voilà, faire des puts synthétiques, des calls synthétiques, etc. Mais vous avez en face de vous une entité qui, elle, peut vendre cette volatilité à découvert. Si la volatilité est à 14 et que celui qui la vend est certain, puisque la Banque centrale le lui garantit, que dans un mois, même si Trump est élu, même s'il y a Brexit, si vous êtes absolument certain que la Banque centrale fera tout le nécessaire pour que cette volatilité ne monte pas, même à 14, c'est une affaire de vendre à 14 pour se racheter à 11. Il n'y a pas de doute. Et ça, ce sont des opérations que ne peuvent faire que certains intermédiaires qui ont les fameuses certifications et agréments, FATCA. En général, il faut peser 100 millions. À partir de 100 millions, on peut commencer à jouer sur la volatilité. Si je t'entends bien, Philippe, tu es en train de dire qu'une grande institution financière peut gagner facilement de l'argent. Merde, on était cons. Il fallait dire à Michel Sapin, il faut l'appeler, on a trouvé comment on va couvrir le déficit de la sécurité sociale. Il suffit que tu te mettes en face. Non, l'argent c'est pour les banques, c'est pas pour la sécurité sociale, c'est pour eux. Tout à fait. C'est pour la banque, le gouvernement pourrait tout à fait faire de l'argent, puisque d'après toi, c'est assez facile. Ah ben quand on a une banque centrale qui travaille dans la main avec ses actionnaires, parce que n'oubliez pas que la Fed est une banque privée, qui a un actionnariat privé. Des grandes banques et des grandes familles européennes et américaines, la Fed travaille pour ses actionnaires. Elle ne travaille pas pour